Salut Marie. Aujourd'hui, on se retrouve parce que tu as envie de nous parler de comment gérer ses émotions quand tout déborde. Ouais, exactement. Et c'est moi qui vais te poser des questions pour commencer, Marie. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes émotions décidaient pour toi ou que tu perdais le contrôle sans savoir pourquoi ou que tu réagissais d'une manière qui ne te ressemblait pas du tout et que tu t'en voulais après coup? Alors, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est hyper important pour mieux comprendre tes émotions. Parce qu'en fait, on t'a menti, Marie. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas une faiblesse. Et non, respire un grand coup, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on va parler de débordement émotionnel, ce que c'est vraiment, pourquoi ça arrive et surtout comment commencer à changer ça en profondeur. Bon, du coup, c'est quoi un débordement émotionnel et de quoi on parle? Alors, un débordement émotionnel, c'est la sensation de perdre le contrôle sur tes émotions. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à faire autrement. Par exemple, tu as la colère explosive ou ce qu'on peut qualifier de crise d'angoisse ou de crise de panique. Une anxiété envahissante, c'est-à-dire qui prend de la place tout le temps dans ton quotidien. Des crises de larmes qui arrivent, très régulièrement ou des périodes d'hypersensibilité, où tu es à fleur de peau non-stop. En fait, c'est se sentir empêché de, à cause de tes émotions. Donc tu vas être empêché, par exemple, de t'exprimer calmement ou clairement. Tu vas être empêché de sortir de chez toi, de mener, ta vie, normalement, par exemple. Mais alors, pourquoi les émotions débordent? Alors, pourquoi tu sembles surréagir comme ça sur le plan émotionnel? La réponse, elle est souvent dans ton enfance. En fait, c'est pas toi qui es trop sensible, c'est que personne ne t'a appris quoi faire avec tes émotions quand tu étais petite. Et aujourd'hui, beh, tu payes la facture en quelque sorte. En fait, comprendre l'origine, c'est déjà commencer à se libérer. La première chose à savoir, c'est que chaque personne a un seuil de tolérance émotionnelle qui lui est propre. On ne va pas réagir du tout pareil face aux mêmes situations. Et c'est pas qu'une question de caractère ou c'est pas une question de volonté. À mon sens, c'est une question d'histoire. Ta façon de gérer tes émotions aujourd'hui, elle dépend de 4 choses. Un, le système dans lequel tu as grandi. 2, la connaissance que tu as de toi-même. 3, les épreuves que tu traverses en ce moment. Et 4, ta capacité à ressentir les émotions dans ton corps. Donc on va décortiquer chacun de ces points plus en profondeur. Quand on t'a dit petite: «Ah, arrête de pleurer» ou «Ah, mais toi, tu es qu'une capricieuse. Ah, tu m'énerves quand tu râles» ou «Tu m'énerves quand tu es en colère», c'est ce qu'on t'a dit qui a tout changé. Parce que quand tu étais petite, beh, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu pleurais? Quand tu te mettais en colère? Ces mots-là, tu les portes encore aujourd'hui et ils décident encore à ta place. Donc le premier point sur lequel je veux insister, c'est le système dans lequel tu as grandi. Ton rapport aux émotions, tu ne l'as pas du tout choisi. Il s'est construit tout seul dès tes premières années de vie en fonction de ce que tu as, observé, entendu, vécu, autour de toi. En thérapie familiale, on va appeler ça la construction du monde. Et comment tes parents géraient leurs propres émotions? Est-ce qu'ils les exprimaient? Est-ce qu'ils les cachaient? Est-ce qu'ils les explosaient? Et surtout, comment ils réagissaient face aux tiennes? Donc quand on t'a dit: «Ne pleure pas» alors que tu avais de la peine ou «Tu es capricieuse» quand tu exprimais un besoin ou «Tu me fatigues» quand, bah, ça débordait à l'intérieur de toi et qu'il y avait de la colère, «Arrête d'en faire un drame», quand tu avais peur, c'est toutes ces phrases-là qui vont t'impacter, aujourd'hui. Ou peut-être que personne ne t'a rien dit et c'est ça le problème. Personne ne t'a montré comment faire. Personne ne t'a appris à accueillir ce que tu ressentais, à lui donner une place à l'intérieur de toi et à le traverser sans en avoir honte. Alors, du coup, tu as appris toute seule et ce que tu as appris, c'est que tes émotions dérangent.
qu'il vaut mieux les taire, qu'il vaut mieux les ravaler, les mettre de côté. Et donc pendant des années, beh, tu l'as fait brillamment et tu as appris du coup, bah, à sourire quand tu avais mal, à dire: «Non, ça va», alors que ça va pas vraiment et à tenir alors que tu n'en pouvais plus. Sauf qu'un corps, une psyché, bah, ça peut pas tenir indéfiniment. Ce qui n'est pas exprimé ne disparaît pas, comme par magie, ça s'accumule, ça monte petit à petit et un jour, pam, ça va déborder et souvent au mauvais moment, avec la mauvaise personne et de la plus mauvaise des façons. Et donc, ce qui est problématique, c'est qu'à ce moment-là, tu vas te dire: «Ah mais je suis nul, j'aurais pas dû réagir comme ça». Mais c'est pas toi qui es nul, en fait, c'est une blessure ancienne qui te parle. C'est une émotion, qui attendait depuis trop longtemps d'être entendue. Et en plus, enfin, il me semble que c'est souvent une situation assez anodine qui fait qu'on va exploser, non? Bah, c'est l'effet cocotte minute, tu vois? Mais, quand on te dit: «Mais pourquoi tu exploses pour un rien?» Tu en fait, tu te demandes pourquoi tu exploses pour une petite chose, mais ce n'est pas cette petite chose qui est le problème. C'est tout ce que tu as accumulé avant et tu n'es pas trop sensible, tu es trop pleine. Et ça nous amène au deuxième point qui est la connaissance de toi-même. En fait, est-ce que tu sais ce qui te déclenche? Est-ce que tu connais, tes mécanismes de défense? Est-ce que tu as fait un vrai travail sur toi et pas juste, lire, un livre de développement personnel ou juste pas juste comprendre intellectuellement, mais vraiment aller chercher ce qui s'est passé en profondeur? Parce que si tu ne te connais pas, tu subis tes émotions, tu réagis, tu es à la merci de tout ce qui t'arrive. Donc, ça veut dire que tu vas, par exemple, laisser les gens appuyer exactement là où ça fait mal, sans même réaliser que c'est une blessure qui est ancienne et qui se réactive. Tu vas tolérer, par exemple, des schémas relationnels qui te détruisent, comme la manipulation, des jeux psychologiques, ou des personnes qui vont minimiser ce que tu ressens. Parce que quelque chose en toi y est habitué, voire attaché. Si tu ne poses pas tes limites, par exemple, ou que tu les poses dans le vide, parce qu'elles ne viennent pas vraiment de toi, elles viennent de ta tête et pas de tes tripes, en fait. Donc le résultat de tout ça, c'est cet effet cocotte minute. La pression qui monte doucement, imperceptiblement au départ et chaque situation non résolue, chaque émotion que tu as ravalée, chaque besoin que tu as ignoré, bah, c'est un peu plus de vapeur dans la cocotte et à un moment donné, beh, le couvercle saute et souvent pour une raison qui peut te paraître dérisoire. Ça peut être un mot de trop, une assiette pas lavée qui est restée dans l'évier, une remarque anodine et tout le monde autour de toi se demande à ce moment-là: «Mais pourquoi tu réagis, pour si peu? C'est pas bien grave». Mais en fait, c'est pas pour si peu, c'est pour tout ce qui précède et donc plus tu travailles à te connaître, plus tu identifies tes déclencheurs, plus tu apaises tes blessures du passé et moins les situations d'aujourd'hui vont venir les réactiver. Donc la cocotte, elle va se dépressuriser régulièrement et donc ne plus, exploser finalement. Et est-ce qu'on peut repérer l'émotion avant qu'elle soit incontrôlable? Alors tes émotions ne sont pas dans ta tête, elles sont dans ton corps. Donc, en partant de ce postulat, une émotion, c'est d'abord une sensation physique. C'est pas un mot, c'est pas une pensée. Ton corps parle avant que ton cerveau comprenne. Et donc, si tu ne l'écoutes pas, il crie. Donc, c'est là qu'on regarde les épreuves que tu traverses et ton rapport au corps. Donc parfois, le débordement émotionnel n'est pas lié à un trauma profond. Parfois, c'est simplement aussi la vie qui t'a mis trop de choses sur les épaules en même temps et je sais pas, une période professionnellement intense, par exemple, une relation qui va mal, un deuil, une transition de vie. En tout cas, un moment où tu réalises que, tu as vécu à côté de toi-même depuis trop longtemps et dans ces moments-là, ton système nerveux est épuisé. Il n'a plus les ressources pour amortir et donc la moindre émotion devient une vague trop grande et c'est là que ton rapport au corps devient crucial parce qu'une émotion,
comme je le disais, ce n'est pas juste un mot, c'est pas j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Avant d'être ce mot, c'est une sensation physique. C'est ton corps qui ressent en premier et ton cerveau traduit ensuite l'émotion en mots. Donc, tu vas avoir des symptômes physiques comme une gorge qui se serre, l'estomac qui se noue, hem, je sais pas moi, une poitrine qui se comprime, des épaules qui se remontent comme ça ou des mâchoires un peu serrées, des larmes qui vont monter, sans prévenir. Ton corps te parle tout le temps, constamment, il te donne des signaux. Mais si tu n'as pas appris à l'écouter, parce que, à mon grand regret, ça n'est pas encore enseigné à l'école, et ça, c'est vraiment problématique parce que si tu vis dans ta tête, si tu es dans tes analyses, dans ton mental hyperactif, tu les entends pas ces signaux. Ou tu les entends, mais c'est trop tard. C'est déjà trop fort pour être géré. Et donc, plus tu vas apprendre à ressentir ton corps, à décoder ces signaux rapidement, plus vite tu peux intervenir, plus vite tu peux accueillir ce qui monte avant que ça déborde. Et ça, c'est pas de la théorie, hein, c'est une compétence concrète. Et comme toute autre compétence, ça s'apprend, ça se pratique. Et vraiment, je peux t'assurer que ça change tout. Et du coup, par où commencer pour apprendre à gérer ces débordements émotionnels? La première chose à faire, je pense, quand tu sens que tes émotions montent et qu'on ne te dit jamais assez, c'est que la colère, les larmes, la panique, ton instinct te dit de contrôler, de te retenir, de te calmer. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais commencer par déconstruire quelque chose. Parce que la plupart des conseils qu'on te donne sur la gestion des émotions sont faux ou du moins incomplets. On va te dire de respirer, de te calmer, de prendre du recul, de rationaliser, de te dire que c'est pas si grave. Alors oui, ça peut aider à court terme, j'en ai aucun doute. Prendre du recul, tout ça, c'est pour ne pas exploser sur le moment. Mais ça ne règle rien en profondeur parce que ça ne fait que repousser l'émotion, la mettre en pause. Tu ne la traverses pas, tu lui dis stop. Donc voilà ce que je te propose. Il y a 5 étapes concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Donc tu ne gères pas une émotion, tu la traverses. La nuance change tout. Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les contrôler, ça ne veut pas dire les faire taire. Ça veut dire apprendre à les traverser sans être détruite. Et ça, c'est toute une autre histoire. Reconnaître sans juger, ça c'est la première étape qui est essentielle. C'est nommer ce qui se passe. Tu juges pas, sans te dire que tu es en train d'exagérer, que tu es trop sensible, que tu aurais pas dû, ceci, cela. Juste, je ressens quelque chose d'intense en ce moment. Ça semble simple dit comme ça, mais ça l'est pas. Parce que notre réflexe souvent, c'est soit de nier, donc c'est le non, ça va, je gère, soit c'est se laisser engloutir. Et là, on va être dans le ah mon Dieu, c'est horrible, je j'arrive plus à gérer. Et les deux extrêmes nous empêchent de traverser cette émotion. Donc le simple fait de pouvoir nommer, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, ça vient créer une distance. C'est petit, c'est une toute petite distance, mais elle est réelle et elle est suffisante pour ne pas être complètement happé et complètement dedans. Ensuite, la deuxième étape, c'est revenir dans ton corps. On l'a vu, l'émotion, elle se vit dans le corps. Alors, c'est là qu'on doit retourner. Quand tu sens que ça monte, pose ta main sur ta poitrine ou sur ton ventre, ferme les yeux si tu peux, hein, et demande-toi: «Où est-ce que je sens ça dans mon corps?» Et tu peux aller plus loin. Est-ce que cette sensation, je peux lui mettre une texture, une couleur? Si elle avait une couleur, ça serait quelle couleur? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est serré? Et ça, c'est pas une méditation, new age, hein, c'est de la neurobiologie. Quand tu ancres ton attention dans tes sensations physiques, tu sors du mode réactif qui est piloté par ton amygdale et tu réactives ton cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau qui peut réfléchir, nuancer, choisir. Et donc là, tu reprends le volant, quoi. Tu reprends la main sur ta situation. Donc,
poser une main sur ton cœur quand ça déborde, c'est pas nul, c'est pas complètement barré, c'est de la neurobiologie. Donc quand tu poses cette main sur ta poitrine et que tu respires, tu envoies ce signal de sécurité à ton système nerveux. Tu lui dis: «On n'est pas en danger, on peut se calmer» et il t'écoute. Donc troisième étape maintenant, c'est laisser l'émotion exister sans la combattre. C'est l'étape la plus contre-intuitive, je te l'accorde. Et pourtant, c'est la plus puissante. Une émotion, si tu la laisses exister sans la combattre, elle dure en moyenne 90 secondes. 90 secondes, c'est la durée du cycle neurologique d'une émotion dans ton corps. Ce qui va la faire durer des heures, des jours, des années, c'est la résistance. C'est le fait de ne pas vouloir la ressentir, d'en avoir peur, de la refouler, de la juger. Et donc, tu la combats. Et quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens, quand tu lui dis: «OK, t'es là, je t'entends», ben, il y a quelque chose qui se relâche. Alors, c'est pas toujours immédiat, c'est pas parfait, mais ça bouge. Et donc, tu rentres dans un nouveau cycle où tu n'es plus en guerre contre toi-même. Ensuite, la quatrième étape, ça va être comprendre le message. Chaque émotion porte un message. Elle te dit quelque chose. Elle te dit quelque chose sur toi, sur une blessure, sur un besoin qui n'est pas satisfait ou sur une limite que tu as franchie. La colère, elle va te dire souvent ta limite a été dépassée ou qu'une injustice a eu lieu, qu'un besoin n'a pas été respecté. La tristesse te dit qu'il y a une perte, réelle ou symbolique. La peur, elle va te dire qu'un danger est perçu, encore une fois, réel ou imaginaire. Et la honte, elle va souvent venir d'une vieille blessure qui se réactive. Il y a quelque chose en toi qui croit encore que tu n'es pas suffisant ou suffisante. Et quand tu commences à écouter le message, l'émotion n'a plus besoin de crier aussi fort pour être entendue. Ta colère, elle ne te ment pas. Elle te dit juste ce que tu refuses d'entendre. Et donc, tu n'es pas en colère pour rien. Tu n'as pas peur pour rien. Tes émotions, elles ne sont pas tes ennemis. Elles sont vraiment tes messagères. La question, c'est est-ce que tu es prête à écouter ce qu'elles ont à te dire? Et ensuite, tu as la dernière étape, la cinquième étape, c'est créer les conditions pour que ça déborde moins. La gestion des émotions, c'est pas qu'un travail sur l'instant. C'est aussi créer des conditions de vie qui permettent à ton système nerveux de ne pas être constamment en surcharge. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire dormir, vraiment dormir, pas juste fermer les yeux. Essayer d'avoir un sommeil réparateur. Parce qu'un corps qui est privé de sommeil a un seuil émotionnel qui s'effondre. Ça veut dire bouger, bouger ton corps. Et pas juste pour dire je vais brûler des calories, pas par obligation, mais pour décharger les émotions qui s'accumulent physiquement. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que le mouvement, c'est l'une des manières les plus efficaces de réguler ton système nerveux. Depuis que j'ai compris ça, moi je vais marcher tous les jours, même si c'est 10 minutes, même si j'ai pas le temps. C'est pas négociable. Ça veut dire avoir des espaces où tu peux être toi, où tu peux poser ce que tu portes. Ça peut être aussi un temps avec une amie qui comprend vraiment ce que tu vis. Ça peut être un temps avec un thérapeute, un accompagnement, un espace qui t'appartient. Pour moi, ça veut dire arrêter de tout mettre de côté pour les autres. C'est commencer à te mettre toi dans l'équation, pas te faire passer tout le temps en dernier. Pas quand il te reste 3 pauvres miettes d'énergie. C'est te mettre en premier. Et ça, je sais que c'est là où ça coince. Parce qu'on t'a appris tout le contraire depuis toujours. Mais te choisir, c'est un apprentissage. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce qu'on a traversé aujourd'hui ensemble, là, c'est énorme. On a posé les mots sur ce que tu vis. On a compris pourquoi ça déborde et on a des premières pistes concrètes pour commencer à changer tout ça. Ouais. Mais je veux être honnête avec toi.
Comprendre, ça suffit pas. Tu le sais déjà parce que tu comprends beaucoup de choses et pourtant ça continue. Le vrai changement, il va se passer dans le corps. J'insiste vraiment là-dessus, c'est dans le ressenti. C'est un travail en profondeur sur les blessures qui alimentent ces débordements émotionnels depuis des années. Et c'est exactement ce sur quoi je travaille avec les femmes que j'accompagne. Et donc, si tu te reconnais dans ce que tu as entendu aujourd'hui, si tu en as assez de subir tes émotions et que tu acceptes enfin de les traverser, ben, je t'invite à réserver un appel découverte pour qu'on puisse établir ensemble ton programme personnalisé. On va mettre le lien en description. Et si cet épisode t'a touché, heu, je t'invite à t'abonner ou à le partager peut-être à une femme qui en a besoin. Et tu peux nous dire aussi en commentaire, pour toi, ça ressemble à quoi quand ça déborde? On lira et on y répondra.